Bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont présents dans cette petite salle et bonjour à tous ceux qui sont à distance. C'est la troisième journée éthique et santé publique que nous organisons à l'espace éthique. Celle-ci porte le titre Quand le soin devient facteur d'inégalité, l'accès aux soins entre universalisme et particularisme. Voilà, moi je ne vais pas parler trop longtemps, je vais tout de suite laisser Emmanuel Hirsch, donc le directeur de l'espace éthique, introduire cette journée et ensuite Alexia Jolivet présentera le programme et les intentions de cette journée. Emmanuel, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette réunion à la fois en présence pour celles et ceux qui sont à Saint-Louis et en distance pour celles et ceux qui sont chez eux. Je vais d'abord remercier Paul Lou, Alexia et puis aussi Anne-Caroline pour l'organisation de ce colloque qui s'inscrit dans une démarche importante que Paul Lou a induite au sein de l'espace éthique, notre approche de la santé publique et de nos responsabilités politiques et sociétales en tant qu'espace éthique. Je voulais aussi donc saluer la présence parmi nous et l'intervention de Luc Ginaud de l'ARS, et je sais à quel point il est attentif à toutes ces questions de justice dans l'accès aux soins et sa sensibilité pour la diversité des territoires, y compris en Île-de-France, qui requiert de chacun d'entre nous et des acteurs du soin une attention particulière. Alors juste quelques mots introductifs pour dire que ce dont il est question aujourd'hui, c'est des valeurs démocratiques du soin. Et je rends hommage vraiment aux soignants, pas que aux soignants, mais aussi aux associatifs qui incarnent ces valeurs, qui les défendent dans un contexte qui n'est pas toujours très simple. On ne le voit pas uniquement en termes de choix politiques, mais d'environnement social. Je ne suis pas certain que l'ensemble des membres de la cité aient le même souci de l'autre en situation de vulnérabilité parce que dans la maladie. Donc c'est un point à prendre en considération. Et je trouve qu'effectivement, ce dont il va être question, ce n'est pas uniquement des facteurs d'inégalité, mais des capacités du soin de compenser un certain nombre de déficits sociaux et de répondre des valeurs qui sont pas uniquement les valeurs de la justice, mais aussi les valeurs de la solidarité, de la fraternité, tout ce qui est incarné aussi par le débat et l'engagement autour du service public hospitalier, mais pas que, puisque effectivement toute cette politique aujourd'hui des territoires rend encore plus présente et plus proche un certain nombre de questions. Donc une vraie question dans facteur d'inégalité, qu'est-ce que l'on défend lorsque effectivement, comme c'est le cas aujourd'hui, dans le cadre de ce colloque, il va être question de tout penser, de tout poser de façon à favoriser l'aller vers les personnes les plus vulnérables, les plus démunies et parfois les plus discriminées dans l'accès aux soins. Le soin d'ailleurs qui est à la fois un facteur de démocratie, me semble-t-il, en tous les cas un acteur à prendre en compte, j'allais dire, dans une démarche de démocratisation de la société, notamment à travers la démocratie sanitaire. Et c'est vrai que nous sommes investis depuis quelques mois à l'espace éthique pour faire des propositions très très concrètes dans les semaines qui viennent, puisque nous aurons à célébrer le 20e anniversaire de la loi du 4 mars 2002, droit des malades et qualité du système de santé. Donc la démocratie en santé devrait être aussi un des éléments de ce colloque. Et je crois que ce colloque est aussi contributif de notre démarche de sensibilisation sur les intérêts d'une évolution de cette loi du 4 mars 2002, dont je rappelle, et ce n'est pas anecdotique, qu'elle s'est inscrite dans la dynamique des années SIDA. Et quand on regarde ce qu'ont été les principes de mobilisation du milieu associatif en France et dans le monde, les questions de la justice, de l'égalité dans l'accès aux meilleurs traitements, aux traitements les plus indiqués. Et rappelez-vous que c'était aussi la première pandémie moderne dont on aurait pu tirer un certain nombre d'enseignements par rapport à la gestion de cette pandémie actuelle. Et je retiens toujours, et on sait à l'espace éthique, une figure marquante des approches de la démocratie et de l'éthique en matière de lutte contre une pandémie et ses fragilités sociales. La figure de Jonathan Mann, professeur de santé publique à Harvard, qui disait qu'il n'y aura pas de lutte contre une pandémie sans prise en compte des droits de la personne, pas uniquement de la citoyenneté de la personne qui est aujourd'hui évoquée dans un côté un peu discriminant, non, vraiment les droits profonds de la personne. Et je trouve qu'une réflexion comme celle qui va être menée aujourd'hui n'est éthique que parce que précisément elle s'enracine dans tout ce qu'a été la conquête et l'avènement de droits qui devraient être reconnus à chacun.
et quand on parle de vaccination, y compris dans l'accès universel à la vaccination. Donc ça, c'est les premiers points à prendre en considération. Dans les années SIDA, on a vu qu'il y avait des expositions différentielles à la vulnérabilité de la maladie. Et on l'a vu aussi dans le contexte de ces 2 années de pandémie, comment de plus en plus, et ça a été toute l'approche de la santé publique, de l'épidémiologie des populations, de faire apparaître comme révélateur que certains n'avaient pas attendu de voir apparaître sur la scène publique, sur la scène sociale, comment des injustices flagrantes s'exposent publiquement dans leur caractère inacceptable lorsqu'on est confronté à une pandémie avec les conséquences qu'on a vues sur les personnes les plus vulnérables. Je permets quand même d'observer, puisqu'on est à un peu plus d'un an des premières vaccinations, que le gouvernement a eu l'intelligence et, je vais dire, la qualité de réflexion, de discernement éthique, de permettre à des personnes particulièrement vulnérables, celles qui vivent, qui sont hébergées en EHPAD, de bénéficier des premières vaccinations. Et que depuis le début de la pandémie, on est assez attentif aux actions gouvernementales et aux démarches de l'ARS, pas que de l'Île-de-France, mais des ARS en général, il y a une grande sensibilité pour permettre aux personnes en situation de marginalité sociale de bénéficier de la qualité à la fois d'un accueil, d'un suivi, mais également de bénéficier de la possibilité de se faire vacciner. Je trouve que c'est également une mobilisation très positive qu'il faudra prendre en compte. 2 ou 3 mots supplémentaires donc pour dire effectivement que pour prendre en compte les facteurs de vulnérabilité différentielle, il faut des instruments d'observation. On a des observatoires qui produisent des données et c'est vraiment dans des situations de crise qu'on voit à quel point ces données à la fois sont précieuses, pertinentes pour déterminer des lignes d'action. Uniquement dans un contexte de crise, la vraie question, c'est comment on hiérarchise les priorités. Et c'est vrai que dans le cadre de cette journée, il sera question de la priorisation, non seulement dans l'accès aux soins, mais une priorisation aussi, par exemple, dans l'accès à la vaccination. Et ce que j'observe, c'est que le choix de notre État a été de permettre un accès universel et de se donner les moyens de cet accès universel à la vaccination. On a aussi, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, quels que soient les débats récurrents aujourd'hui, un accès universel, inconditionnel et sans soupçon de moralisme qui serait contradictoire avec les valeurs de la déontologie dans l'accès aux services de soins critiques. Je pense que c'est aussi un élément fondamental que de pouvoir avoir des inconditionnels et de poser des inconditionnels dans la vie de la démocratie, même si certains, notamment les endeuillés de la crise sanitaire, ont le sentiment qu'on a remis en cause un certain nombre d'essentiels. Mon constat aujourd'hui, au nom de l'espace éthique, puisque nous allons célébrer, entre guillemets, dans quelques jours, le 2e anniversaire de la création de notre observatoire, c'est qu'il y a eu énormément de créativité, énormément d'initiatives au plus près du terrain qui témoignent des valeurs structurantes et des valeurs inconditionnelles auxquelles des professionnels, des membres d'associations, en fin de compte, la société est attachée. Je pense que c'est un élément à mettre au bilan déjà positif de la démarche qui va être menée aujourd'hui. On ne peut pas développer une approche de l'accès aux soins entre universalisme et particularisme sans admettre que beaucoup de choses tout à fait remarquables ont été défendues, mises en œuvre ces derniers mois. Et effectivement, elles font apparaître, parce qu'on ne peut pas tout faire, des insuffisances qu'il va falloir davantage encore, j'allais dire, approfondir. Dernier point, qui me semble tout à fait important, avant de parler du développement de la santé publique, là, j'observe que lorsqu'on a eu la possibilité, il y a maintenant tout juste un an, de devenir, en tant qu'équipe de recherche INSERM, une équipe donc, scientifique de recherche sur l'éthique, nous avions fait le choix avec l'équipe de privilégier la santé publique. Et vous savez que peut-être que l'espace éthique, notamment dans sa dimension d'universitarisation, a donc une équipe de recherche qui est aujourd'hui attachée au CESP que dirige Léo Coutelec, et nous avons fait le choix de la santé publique. Et pour moi, la notion de santé publique, elle me semble tout à fait importante. Il y aura probablement dans l'après Covid-19 à retravailler cette question de santé publique, de vigilance de la santé publique et de capacité pour la santé publique de donner de l'intelligence, de compréhension de réalités qui sont quelquefois marginalisées au point de ne pas soupçonner qu'elles existent. Et probablement que dans cette démarche, et je termine sur ce point, il y aura à comprendre comment responsabiliser
les gens les plus distants de leurs préoccupations en termes de santé, comment les responsabiliser et les associer à une démarche proactive pour leur propre intérêt et dans une démarche, à mon avis, d'éthique, de la sollicitude, il y a tout un travail de construction, d'élaboration qui convoque aussi la dimension éthique d'un espace éthique. Ça pour dire que, à travers cette intervention liminaire, je voulais dire que ce qui a été déterminant ces derniers mois, c'est que c'est la réalité pratique, c'est l'engagement concret humain, beaucoup plus que le numérique et le virtuel, même s'ils ont été et sera abordé au cours de ce colloque important, au niveau notamment de tout ce qui est médecine à distance, de tout ce qui est télétransmission. Mais je pense qu'il faut convoquer, me semble-t-il, pour les mois qui viennent, une réflexion partagée qui honore toutes les dimensions de la réflexion. Et nous, à travers l'éthique, c'est une des dimensions constitutives de la réflexion. Notre engagement éthique doit être compris comme un engagement politique de démocrate, surtout dans le contexte électoral actuel. Et nous avons à faire valoir à la fois les avancées dont on peut tirer un bénéfice et dont même les personnes les plus vulnérables ont pu bénéficier, et les attentes de développement d'une méthode et d'une approche qui honore les dimensions de démocratie, de justice, de dignité auxquelles nous sommes attachés. Donc, dernier mot d'ouverture, je sais que ça va être un excellent colloque et qu'il a sa place toute particulière dans le contexte actuel. Merci de votre attention. Merci beaucoup Emmanuel pour cette mise en perspective qui ouvre déjà de nombreuses voies de réflexion pour notre journée.